Plus de 350 000 tonnes de déchets hautement radioactifs et de combustibles usés sont entreposés à proximité des centrales nucléaires et dans des sites de stockage temporaires disséminés sur la planète. Chaque année, plus de 10 000 tonnes viennent s'y ajouter. Ces déchets sont les plus dangereux jamais produits par l'homme. Ils sont censés être enfouis et stockés dans un endroit sûr pour des centaines de milliers d'années. Un site loin des hommes et de tout être vivant. La question c'est où ? Okay. Je suis convaincu que notre société a besoin d'une part de nucléaire. Tout à fait convaincu. Elle a déjà une part de nucléaire. Oui, mais ce ne serait pas le cas si on écoutait les opposants. Plusieurs pays pourraient même sortir du nucléaire. Et s'ils font ce choix, c'est parce que le traitement des déchets est trop peu défendu, qu'il est largement critiqué. Il est là le problème. Mais je reste un fervent défenseur de l'énergie nucléaire qui est une technologie utile et nécessaire. Craignez-vous que l'énergie nucléaire disparaisse ? Oui. Mais même si les pays pour lesquels je travaille décidaient de renoncer définitivement au nucléaire, il faudrait malgré tout s'occuper des déchets existants. L'humanité a un gros problème. Et Charles McCombie, une intime et solide conviction. Il doit exister quelque part dans le monde un endroit suffisamment sûr pour y stocker des centaines de milliers de tonnes de déchets hautement radioactifs. Je vais accompagner Charles McCombie dans sa quête. Je veux voir cet endroit de mes propres yeux. Je veux comprendre comment résoudre ce problème. He is Mr. Waste Disposal Guy. It's just a rare treat to have him here. A big hand to Charles McCombie. Université d'Oxford. What do you have to ensure a nuclear power future? Unconcentrated, of course, is this safe and secure waste management. There is no way that we know today to get highly active, long-lived waste into a safe position other than by geological disposal.
You want to isolate the wastes for very long periods of time. You need a stable environment for hundreds, thousands, 100,000 years. Trouver un environnement stable, et qui le restera pour des centaines de milliers d'années, voire plus, est-ce bien réaliste? Problème, les déchets nucléaires sont déjà là. Et ils vont continuer à s'accumuler si l'homme persiste à développer l'énergie nucléaire, comme en rêve Charles McCombie, et comme le fait aussi aujourd'hui la Chine. Oh, yeah, nice to meet you. Welcome. At last. How are you? Good. Yeah. You look fresh. Yeah, you too. Yeah, you've been working, huh? Yeah, I just come out from the meeting rooms. Oh, okay. Yeah. You have some maps with you. Yeah. Satellite images of the site. It's really fantastic site. And I said, you are really doing something good. Ce que tu fais, ça va bénéficier à l'industrie nucléaire, mais aussi aux générations futures. Moi, je suis bouddhiste, et je pense que si on fait une bonne action, on est récompensé. Ça ne doit pas seulement profiter à l'industrie nucléaire, mais aussi à toute la société. Oui, évidemment. Nous voulons montrer qu'il y a des solutions pour traiter les déchets nucléaires. Quand on construit une maison, il ne faut pas oublier de prévoir les toilettes. La dernière génération de réacteurs nucléaires doit donc prendre en compte le traitement des déchets. On ne peut pas construire une centrale sans réfléchir à ce qu'il adviendra de son combustible usé. Le Conseil d'État chinois a d'ores et déjà approuvé un programme de développement à long terme du nucléaire. Il prévoit d'ici à 2020 la construction de 40 réacteurs et la mise en chantier de 18 autres. Si ces 58 réacteurs atteignent la durée d'exploitation prévue de 60 ans, ils auront utilisé environ 83 000 tonnes de combustible. C'est une quantité énorme. 83 000 tonnes de déchets radioactifs, rien que pour les centrales nucléaires chinoises. Et où comptent-ils construire les toilettes pour une telle quantité de déchets ? Je vais vous montrer où nous sommes. Nous nous trouvons au centre de la région de Xinjiang. Ju, qu'est-ce que vous cherchez ici ? Je cherche un massif de granit qui serait considéré comme assez stable et assez sûr pour accueillir un centre d'enfouissement des déchets nucléaires de haute activité. C'est comme d'autres massifs granitiques. Ça me semble très bien. Entre ces deux points, il y a environ 40 km. Entre ces deux-là, environ 80 km. Et d'ici jusque-là, ça fait dans les 100 km.
Seules 4 familles vivent par ici. La première habite là, c'est celle de Bagenna. Et là, il y a son frère aîné. Ici, à la source du Cheval Blanc, vit une autre famille. Et la dernière vit par là. 4 familles seulement. Nous avons effectué 40 forages d'une profondeur d'environ 600 mètres. Le but de ces forages est de vérifier si la roche en profondeur est de bonne qualité. Voici le puits 18. Ju, c'est l'entrée qu'on voit là? Oui, c'est l'ouverture du puits de forage. Sommes-nous à l'endroit le plus sûr de la Terre? L'endroit le plus sûr, l'un des plus sûrs peut-être, mais je ne m'avancerai pas à dire le plus sûr. Ju Wang dit que s'il reste en bonne santé, il assistera peut-être un jour à l'inauguration d'un site de stockage définitif, ici dans le désert de Gobi. Il aura alors 86 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est possible. Ça pourrait être encore plus rapide. Certains délais sont incompressibles avec ce genre de projet. Mais on peut tout de même accélérer le processus. Et Ju Wang ne sera peut-être pas si vieux si le projet devait aboutir un jour. Il y a plusieurs milliers d'années, lors de l'ère glaciaire, les premiers hommes ont migré ici depuis le nord du continent. Le Créateur est venu et a dit aux 3 grandes rivières, la Yakima, la Snake et la Columbia, « Je veux que vous preniez soin de ces êtres humains. » Les négociations ont duré des jours, des semaines. Et enfin, ils sont parvenus à un accord. Les rivières ont dit, « Très bien, nous veillerons sur les humains de tout notre cœur, notre corps et notre vie. Mais à la condition qu'eux aussi veillent sur nous. » Et le Créateur a dit, « Qu'il en soit ainsi. » Les déchets nucléaires. C'est un sujet que Russell Jim et son peuple, les Yakama, ne connaissent que trop bien. En 1943, sur les terres des Yakama, le gouvernement américain a construit un complexe destiné à produire, dans le plus grand secret, le plutonium nécessaire à la première bombe nucléaire. Un site immense, entièrement clôturé et interdit d'accès. Vous apercevez l'un des réacteurs à l'horizon. C'est ici qu'a été fabriquée la deuxième bombe nucléaire, celle qui a frappé Nagasaki. Ils se sont contentés d'enterrer les déchets dans le sol, en se disant que la radioactivité allait finir par se disperser et que le problème serait réglé. C'est tout l'inverse qui s'est passé. Aujourd'hui, c'est le site le plus contaminé du monde occidental. Il y a une trentaine d'années, ils ont voulu encore aller plus loin. Puisque cette zone était déjà irrémédiablement polluée, ils ont envisagé d'y recevoir tous les déchets radioactifs de la planète. Ils étaient prêts à sacrifier la région, à la rendre inhabitable pour 250 000 ans.
Cela a donné lieu à des débats et des discussions. Derrière moi, vous avez Gable Mountain, une montagne sacrée pour nous. Nous y faisions nos quêtes de vision, le rite de passage à l'âge adulte. C'était avant l'adoption de l'acte pour la liberté de culte des Amérindiens. Et le président Jimmy Carter, bien qu'il ait su que c'était un endroit sacré, a donné son feu vert pour la mise en chantier. Et alors, ils ont creusé 3 tunnels dans notre montagne sacrée. Nous avons démontré que la roche basaltique de la montagne était tellement fissurée qu'il serait impossible d'y stocker des déchets nucléaires en toute sécurité. Une seule petite faille dans le basalte, et la radioactivité risquait de se diffuser dans tout le bassin fluvial de la Columbia. Nous sommes parvenus à stopper le projet. Ils n'ont plus jamais creusé le moindre mètre dans la montagne. Il n'est pas nécessaire d'avoir été exposé directement à une forte radioactivité pour tomber malade. Un radionucléide peut pénétrer dans votre organisme de bien d'autres façons. C'est quelque chose d'insidieux qui finit par se manifester un jour en attaquant votre organisme. Si notre ADN est endommagé par la radioactivité, nous pouvons le transmettre à nos descendants, et ce sont eux qui en subiront les conséquences. C'est comme un monstre libéré, qu'il va être difficile d'arrêter et de maîtriser. La science a conclu un pacte faustien aux dépens de la société. Cela ne fait aucun doute. Today, the atomic scientists have brought us to the threshold of a new age. It is with pride that I now open Calder Hall, Britain's first atomic power station. Future generations will judge us by the way in which we use these limitless opportunities which Providence has given us and to which we have unlocked the door. J'avais 11 ans et je me souviens de notre fierté nationale face à cette incroyable avancée scientifique qui allait contribuer au progrès. Je suis peut-être un peu naïf, mais c'est quelque chose qui continue à m'impressionner. Sellafield, le joyau nucléaire de la couronne britannique. Aujourd'hui, tous ces réacteurs sont à l'arrêt. Le complexe a également servi au traitement du combustible usé, une activité qui n'est désormais plus rentable. Plus on s'élève et plus dure est la chute. Le Royaume-Uni était à la pointe de l'industrie nucléaire et n'a cessé de décliner depuis. Ça doit être très dur pour les gens d'ici. Ces lignes fournissaient autrefois de l'électricité nucléaire à tout le pays. Aujourd'hui, c'est vers Sellafield qu'elles apportent l'énergie nécessaire au refroidissement des milliers de tonnes de déchets nucléaires. Le Royaume-Uni, comme d'autres grands pays, récupérait les déchets afin de les traiter. C'était très lucratif. Pour chaque tonne de combustible, on récupère 10 kg de plutonium. Reste à savoir ce qu'on en fait. Il y a à Sellafield 102 tonnes de plutonium séparé, ce qui constitue le plus gros stock au monde. Une quantité suffisante pour fabriquer plusieurs milliers de bombes atomiques. Jusqu'en 1976, le Royaume-Uni a été un pionnier et une solution pour de nombreux pays ayant recours à l'énergie nucléaire.
Ceux-ci pouvaient y envoyer leur combustible usé pour qu'il soit traité. L'avantage, aucun déchet ne leur était renvoyé. Les contrats avec les pays étrangers pour le traitement du combustible usé à Sellafield ne stipulaient pas que les déchets ultimes devaient être renvoyés. So the hull is stored in the hull cell, comes across from 215 into 6 8-meter cube batches. La Suisse, par exemple, pouvait envoyer le combustible usé de sa centrale de Betznau. L'uranium ou le plutonium réutilisable leur étaient renvoyés et les déchets ultimes restaient sur place. On ne se préoccupait pas des déchets à l'époque. Si, bien sûr. Disons plutôt que leur gestion était perçue comme un processus assez simple, ce qui techniquement est le cas. Imaginons que vous soyez directeur des travaux, qu'on vous demande de construire une centrale nucléaire opérationnelle d'ici 4 ans. Au moment de décider ce qu'il faut faire des déchets, vous allez dire « Ok, je construis un hangar, un silo ou une piscine, je les entrepose là et je fais une étude pour savoir combien de temps ils peuvent y rester. Et vous prévoyez assez de place pour voir venir. Du coup, vous avez une solution provisoire et il n'y a plus d'urgence. Vous mettez le problème de côté et vous poursuivez votre mission principale, construire la centrale nucléaire. » Tout a changé en 1976. Pourquoi? Le rapport Flowers sur l'environnement a remis en question la politique nucléaire britannique. En Suisse, nous pensions que nous n'aurions pas besoin d'un stockage géologique, puisque d'après les termes des contrats signés, aucun déchet de haute activité ne devait nous revenir. Mais tout a changé dans les années 70 et la Suisse a dû faire face au retour de ses déchets ultimes. C'est ici, au port de Barrow-in-Furness, que les déchets nucléaires de haute activité entament leur voyage retour jusque dans leur pays d'origine. La fonction première de ce navire est de renvoyer dans leur pays les déchets nucléaires ultimes, qui ont été vitrifiés, c'est-à-dire coulés en cylindres de verre. Captain to Chief Officer. We would put them in a position on the À bord, nous vessel. plaçons les conteneurs à l'endroit le plus approprié pour le chargement et le déchargement, mais aussi pour la stabilité du navire. So, on this voyage, Pour ce voyage, nous allons charger 2 conteneurs dans la cale inférieure the lower hold of et number 1 three, conteneur dans la cale and supérieure. flask in the upper hold of number 3. You've got to remember that, Il ne faut pas oublier que les océans sont très profonds. Nous naviguons dans certaines zones qui atteignent 5000 à 6000 mètres de fond. Si jamais un navire coule dans ces eaux, il est très difficile à récupérer. Donc si votre navire coulait, les déchets nucléaires resteraient sur place, au fond de l'océan. Effectivement, mais ils seraient toujours confinés dans leurs conteneurs, qui sont capables de résister à des conditions extrêmes. Les gens s'inquiètent toujours de ce qui arriverait s'il y avait un accident nucléaire, si des déchets radioactifs se retrouvaient au fond de l'océan, alors que ce n'est jamais arrivé.
Alors, où trouver un endroit sûr où stocker ces déchets nucléaires ultimes? Première possibilité, entreposer les déchets sous terre, dans des galeries déjà existantes, celles de mines désaffectées. C'est la solution à moindre coût. L'endroit a changé du tout au tout. Il est méconnaissable. Il y a eu un gros éboulement qui a complètement obstrué l'entrée de la mine. C'est incroyable. En seulement 20 ans, même pas. Nous sommes devant l'ancienne mine de gypse de Felsenau. Dans les années 1970, ce fut un projet pilote pour le stockage définitif de déchets faiblement et moyennement radioactifs en Suisse. Mais la situation s'est dégradée. Les infiltrations d'eau se sont multipliées et la mine s'est remplie d'eau. Aujourd'hui, elle est totalement inondée. L'entrée a été condamnée et ce bel endroit s'est volatilisé. À l'époque, la Suisse jetait ses déchets de faible et moyenne activité dans l'Atlantique. Elle était même l'un des pays précurseurs de cette pratique. J'ai commencé à remettre les méthodes de l'époque en question et à les considérer d'un œil critique, malgré le fait qu'elles prétendaient être parfaitement sûres. Fondamentalement, je n'y étais pas opposé, puisque j'étais bien conscient qu'il fallait trouver des solutions. Un sursaut antinucléaire agite la Suisse. Sous la pression, le gouvernement déclare qu'aucune nouvelle centrale nucléaire ne sera construite avant que le problème des déchets ne soit résolu. L'industrie nucléaire doit prouver au plus vite que le granit des Alpes suisses offre les garanties nécessaires à un stockage définitif. C'est dans ce cadre qu'en 1978, elle fait appel à Charles McCombie. Nous avions jusqu'en 1985 pour élaborer un projet de stockage des déchets afin de convaincre le gouvernement suisse qui allait jusqu'à menacer d'arrêter les réacteurs existants. Nous avions 5 ans et un budget de 200 millions de francs suisses pour démontrer que l'enfouissement en Suisse était possible. Ce laboratoire souterrain était le moyen idéal, dans une couche rocheuse profonde, de mener nos recherches sur place en vue d'y créer un site de stockage. Le seul chemin possible que des éléments radioactifs peuvent emprunter pour s'échapper d'un stockage géologique, c'est l'eau souterraine. Comme les couches rocheuses profondes contiennent presque toujours de l'eau, la question n'est pas de savoir si elle est présente, mais de déterminer en quelle quantité et, plus important encore, à quelle vitesse elle s'écoule. Depuis plusieurs décennies dans le monde entier, y compris en Suisse, la recherche se focalise sur la sécurité à long terme. 2 questions se posent. D'abord, comment l'eau s'écoule-t-elle dans cette couche rocheuse profonde? Ensuite, si des substances sont dissoutes dans cette eau souterraine, comment se déplacent-elles?
Il s'agit de l'un des premiers laboratoires d'études de la roche granitique. Charles McCombie et ses collègues sillonnent le pays pour y effectuer des forages en profondeur. Les résultats étaient bien plus difficiles à interpréter qu'on l'avait espéré, à cause du type de roche rencontrée. Des géologues reconnus ont dit « cette roche cristalline pourrait être adaptée, mais il vous faudra travailler très dur pour le démontrer ». Nous avons rendu notre rapport comme prévu après 5 ans de recherche. Il s'agissait du fameux projet GEVER, Garantie, qui détaillait comment construire un site de stockage sûr dans du granit. Le gouvernement suisse a dit « Très bien, on vous croit, faites comme vous préconisez ». Pour eux, notre projet était digne de confiance et réalisable, à condition que nous indiquions des sites précis en Suisse. Ce projet a aussi été sévèrement critiqué. Oui. Il y a eu une levée de boucliers. Ce qu'on nous reprochait principalement, c'était de ne pas avoir proposé d'endroit précis. On parle de Standortnachweis, c'est-à-dire qu'il faut prouver l'existence d'un site adéquat. On nous a donc demandé de compléter ce dernier volet du projet. C'était compréhensible, non? Bien sûr, c'est normal. Il faut la preuve irréfutable. Oui, ça ne me posait aucun problème. Et d'ailleurs, mon rapport a eu l'effet escompté puisque la Suisse n'a pas coupé ses réacteurs nucléaires. Prouver qu'il existait bien un endroit adéquat en Suisse s'est révélé impossible en seulement 5 ans. Alors ils ont revu leurs exigences à la baisse, ainsi que les critères de sécurité. En définitive, il n'est plus resté qu'une théorie censée prouver que la sûreté serait garantie. Tout cela afin de pouvoir continuer à exploiter les centrales nucléaires. Cette installation a été très importante, à la fois pour ma propre carrière et pour la NAGRA, l'organisation suisse pour le stockage définitif. Les spécialistes savaient qu'il s'agissait d'un endroit exceptionnel et venaient le visiter. J'ai accueilli les responsables des programmes des États-Unis, du Canada, de Chine, du Japon et même d'Australie lorsqu'elle s'intéressait encore au nucléaire. En tant que responsable, j'étais en contact avec tous ces gens. 20 seconds to zero time. 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zero time. Les Américains aussi s'attaquent au problème, sans prendre de gants. Les déchets issus de leurs 100 réacteurs nucléaires s'accumulent et personne n'en veut. Les autorités décident alors de tout enfouir à un seul et même endroit. Le site d'essai du Nevada, où a été testée la bombe nucléaire, est tout indiqué pour cela, déjà contaminé et appartenant au gouvernement américain. Mais l'État du Nevada, opposé à la construction d'un tel centre sous Yucca Mountain, en appelle à Steve Frischman, qui a déjà empêché la construction d'un site identique au Texas. Quand vous êtes arrivé pour la première fois à Yucca Mountain, qu'avez-vous vu? La première chose que j'ai vue, c'était un très jeune volcan, juste à côté de Yucca Mountain. Je savais qu'il existait, mais je ne l'avais jamais vu. Cela m'a paru invraisemblable qu'un volcan visiblement très jeune soit aussi proche
On pouvait même s'y rendre à pied, aussi proche d'un site censé garantir le confinement de déchets nucléaires pour des centaines de milliers d'années. J'ai été sidéré qu'on puisse faire une erreur si évidente. Au premier coup d'œil, on comprenait qu'amener des déchets ici, c'était multiplier le risque d'accident, non le diminuer. Okay. Welcome to Yucca Mountain. See, this is vision. This is what my people practice vision over large area and over time. Yucca Mountain et le site d'essai du Nevada sont situés sur les terres appartenant à la tribu des Shoshone de l'Ouest. La zone est interdite d'accès, mais nous nous y rendons tout de même par un chemin que nous indique Yann Zabarté, sur l'autre versant de la montagne. Le tunnel sous Yucca Mountain s'ouvre là-bas, près de ces réservoirs. C'est une longue rampe qui s'enfonce jusque sous nos pieds, à presque 300 mètres de profondeur. Quand le département de l'énergie affirme que personne ne vit ici, il ne tient compte que de ce côté-là, où la montagne rejoint la vallée de la mort. Ils disent que ce n'est qu'un désert, mais nous, de ce côté, nous avons des sources, des sites pour nos cérémonies funéraires et de naissance. Nous sommes censés migrer du nord au sud, selon les saisons, et le département de l'énergie nous interdit l'accès à nos terres. Toute cette zone est occupée par les États-Unis. Et nous sommes contraints de partir. Ce projet était voué à l'échec dès 1987, pour une raison simple. Ils ont essayé de forcer un État à accepter quelque chose dont il ne voulait pas. Choisir un site en se disant « on fera tout pour arriver à nos fins », ça ne peut pas marcher. La roche de la montagne est fissurée à cause des contraintes tectoniques. Nous sommes sur une faille géologique qui provoque des séismes et qui continuera à en provoquer. Au sein de Yucca Mountain, les fissures forment un réseau très ramifié. Or, nous savons qu'il pleut dans cette région, même si c'est en faible quantité. Donc, quand il pleut sur Yucca Mountain, l'eau s'infiltre dans la roche jusqu'à la nappe phréatique en passant là où il voudrait enfouir les déchets. Il est inévitable qu'il y ait des fuites radioactives. La question est de savoir quand. La solution des ingénieurs, construire une coque de protection en titane qui éviterait que l'eau de pluie s'infiltrant dans la roche parvienne jusqu'aux déchets radioactifs. En 1993, on propose à Charles McCombie le poste de directeur scientifique du projet. Il décline l'offre.
Si Charles avait accepté le poste, son travail aurait consisté à étudier le volet scientifique de la demande d'autorisation d'exploitation. À la moindre objection, il lui aurait dit « Trop tard, le processus est déjà engagé ». Je pense qu'il aurait été frustré et qu'il aurait vite démissionné, parce qu'il n'aurait eu de directeur que le titre. Le connaissant, il aurait pris la chose comme une insulte à son intégrité. À lui seul, sans même compter les autres parties impliquées, l'État du Nevada a déposé 225 recours que les juges ont examinés lors de la procédure pour délivrer le permis d'exploitation. Le département de l'énergie a soutenu que ces 225 recours devaient tous être refusés. La commission de réglementation nucléaire, aussi partie prenante, a déclaré qu'ils devaient presque tous être refusés. Et les juges ont estimé qu'ils étaient tous recevables. En 2010, Barack Obama a annoncé l'abandon du projet de Yucca Mountain. Pourquoi a-t-il pris cette décision ? Ils n'ont pas justifié ce revirement par des arguments scientifiques, parce que cela revenait à reconnaître que le travail mené pendant 20 ans par l'agence nucléaire était inefficace. D'un point de vue politique, c'était impensable. Ils ont préféré affirmer que c'était l'opposition forte et persistante de l'État du Nevada qui empêchait l'avancée du projet. David Pence. Avec sa société minière, il a foré aux 4 coins du monde, pour le compte de nombreux projets d'enfouissement. Partout, les pronostics de sécurité ont été extrêmement difficiles à établir. Lorsque la plupart des projets ont été abandonnés dans les années 1990, il a fallu tout reprendre de zéro. Et David a eu une toute nouvelle idée. C'est un sujet si complexe qu'il provoque la défiance de l'opinion publique, qui se dit « Si c'est aussi compliqué, comment peuvent-ils prévoir avec certitude que ces centres de stockage resteront sûrs à long terme ?» Cela a été le point de départ de ma réflexion pour identifier les régions du monde les plus adaptées au stockage géologique. Je me suis dit, s'il y a des régions du globe où le sous-sol et l'eau souterraine qui s'y trouvent n'ont pas évolué depuis des millions et des millions d'années, alors pourquoi en serait-il autrement à l'avenir ? Les événements survenus récemment au Japon sont dus au mouvement des plaques tectoniques. Mais là, dans cette zone, rien de tel ne s'est produit depuis plusieurs millions d'années. Il n'y a aucune faille active, pas de plaque tectonique pouvant déformer la croûte terrestre et entraîner un changement de la topographie. J'ai donc déclaré, de façon un peu arbitraire, il faut chercher des régions où l'écart d'altitude n'excède pas 5 mètres dans un rayon de 100 km. Si vous y réfléchissez, c'est vraiment très plat. Rien qu'ici, entre mon bureau et le front de mer, il y a déjà 15 mètres de dénivelé. Cette région ne pourrait alors pas être envisagée. Quoi qu'il en soit, nous avons trouvé des zones potentiellement adaptées en Australie méridionale et occidentale.
geology is far more important than the remoteness. If you look out at the horizon, totally flat. This is one of the flattest areas in the world. And that's a real key issue to what we call the high isolation site. Charles McCombie atterrit dans un pays qui n'a jamais voulu du nucléaire. Dans ses bagages, le projet Pangea, qui prévoit d'importer des déchets hautement radioactifs du monde entier en Australie. Un projet cofinancé par l'industrie nucléaire suisse qu'il représente. Il ne s'agit pas simplement d'enfouir des choses dans le sol, mais aussi de créer des milliers d'emplois. Et puis il y a un argument difficile à entendre, et néanmoins vrai. C'est un vrai service rendu au reste du monde. Nous sommes nombreux à nous préoccuper en permanence de la sécurité de la filière nucléaire. Ce projet irait dans le sens d'une sécurité accrue pour le monde entier. Clearly, the fate of this material is something which should concern the whole world. And Pangea is an organisation devoted to promoting a safe world solution to the problem. A purpose-built ship will carry the cask to a dedicated port terminal in Australia. The ships have many special safety features, making them the safest afloat. Once unloaded at the port, the casks will travel on a dedicated rail line several hundred kilometres to the repository site. No harmful releases of radioactive materials can ever take place at the site. À quelle profondeur faudrait-il creuser? Théoriquement, une profondeur suffisante pour empêcher qui que ce soit d'essayer de déterrer ces déchets par la suite. C'est-à-dire, selon vous? Je ne sais pas exactement, je dirais au minimum 20 ou 30 mètres de profondeur. Vous avez donc trouvé la solution la moins coûteuse? Oui, la moins coûteuse. Et de loin. Le projet est financé en majeure partie par l'entreprise d'État britannique British Nuclear Fuels Limited. Une décision prise par son ancien directeur général adjoint, Greg Butler. Un investissement judicieux? Financièrement, c'était une très bonne affaire, puisqu'à l'époque, on comptait déjà près de 200 000 tonnes de combustible usé dans le monde. Or, les pays désirant se débarrasser d'une grande part de ces déchets étaient prêts à payer cher pour cela. Ils auraient pu débourser 1 million de livres ou de dollars pour une seule tonne. Avec 200 000 tonnes de déchets, cela rapportait déjà 200 000 millions de livres ou de dollars. Une très grosse somme qui aurait pu profiter à beaucoup de gens. Le projet devait rester confidentiel le temps de mener les études nécessaires. Mais l'organisation écologiste Les Amis de la Terre s'est procuré la vidéo et l'a diffusée. C'est donc aux actualités que les Australiens ont découvert ce projet, présenté comme un affreux complot visant à déverser les déchets nucléaires du monde entier chez eux. Vous n'aviez pas anticipé cette réaction? Si, nous en avions même discuté. Nous avions conscience que le temps nous était compté, qu'un jour, le projet serait connu du public. Et si cela arrivait avant qu'on l'ait décidé, nous savions qu'il serait impossible à défendre. We are convinced that with the Pangea project, Australia has a chance to make a contribution to solving a global problem. Australia would benefit from this. It deserves to benefit if it takes on. I take issue with you when you say that it will benefit Australia, because it won't. Because if we were to buy this proposal, it would mean the displacement of another industry, and that is the tourism industry. This proposal would kill Australia's tourism industry in 12 months. Dr. McCombie, a brief response, please. I know it's a big question. Brief response, a repository of the Pangea type will have no noticeable effect on the environment in Australia. No noticeable effect. It might have a psychological effect, and it will certainly have a psychological effect if people want it to have a psychological effect. Even you, Charles, would have to agree that the prospect of a nuclear waste dump
is something that would negate all of that good work. If you want to make a big psychological problem out of it, and if you think that might happen, then I can understand your fears. But these are two different things. Can I just... You put your dump here. Australia has a very long and very stable... L'Australie est depuis longtemps un pays très stable politiquement, qui s'est toujours soucié des risques et des problèmes posés par le nucléaire. C'est aussi pour cela que nous l'avons choisi. Et pourtant, nous savions qu'il s'agissait d'un pays farouchement opposé au nucléaire, et ce, encore aujourd'hui. This is not a proposal to help the world fix an intractable problem created by unfortunate circumstances. This is a proposal driven by wealthy countries, Britain and Switzerland, that made some very bad decisions. They have created an enormous amount of nuclear waste that they can't dispose of in their own countries because their own people aren't stupid either. You created the problem, you can deal with it. If we can assist, we'd be happy to come over and lend you a hand. We have some very smart scientists and engineers who have become world leaders in nuclear waste technologies, and we're very proud of them for doing so. So we'd be very pleased to help you in any way we can to store this waste as safely as possible on your own soil. All countries, however big and however small, should have a way to safely look after radioactive waste. That's the top level advice that the agency gives, and it gives it in lots and lots of documents. You need to do something more than simply producing a document. You need really to guide the countries, to advise the countries. And this is what the expert missions are about. That is the expert mission. The national workshop, the regional workshop, we were doing just, okay, using these materials, and it will be used also, but you need to do more. Des représentants de la France, de l'Allemagne, de l'Afrique du Sud et de la République tchèque. Avec Charles McCombie, ils réfléchissent à de nouvelles stratégies pour parvenir à imposer l'idée d'un site de stockage. We as a group, we need a facility. Yeah? If we don't have one facility, we'll have a facility everywhere. So it doesn't avoid the problem, it just spreads the problem. And being optimists, we believe that this common need, this we thing, could be applied in a supranational or a multinational context. So it's exactly the same problem, but just a stage more difficult. It should be communication and involvement program, yeah. But restructuring, communication and involvement program, including and comma partnership. So, habt ihr mal ein bisschen Strom für mich? Ja, hier unten in der schwarzen Leiste, der mittlere. Nein, ich hab schon. Ja. Den Strom. Den Strom.
beinahe nicht durchgekommen, nur weil ich die Schleichwege im Wendland kenne, Ja. weil unsere Bauern massenhaft auffahren gerade. Ja, das kann ich mir Massenhaft. vorstellen. Es schürt eine Stimmung, die wir gar nicht wollen. Schließlich, wir haben ein seriöses Anliegen, uns geht es um das Thema Atommüllendlagerung und wir wollen deutlich machen, dass dieser Castortransport, der hierher rollt, illegal ist. Und das geht völlig unter, wenn immer nur über diese Scharmützel berichtet wird. Und ich glaube, dahinter steht eine Strategie. Man möchte provozieren, damit über das Aktionsgeschehen und nicht über die Sache geredet wird. Wir werden immer gefragt, was soll das eigentlich? Irgendwann wird dieser Castor auch das Ziel erreichen. Leute, kommt doch mal ein bisschen zur Ruhe und geht das doch mal besonnen an. Das wird uns in den letzten Tagen häufig entgegengehalten. Aber wir lassen uns doch nicht für dumm verkaufen. Wir wissen doch ganz genau, dieser Zug, der nach Gorleben rollen soll, das ist eigentlich das Symbol für die gescheiterte Atommüllpolitik. 1200 Streckenkilometer ist es eigentlich eine Demonstration für uns. Man hat es nicht hingekriegt. Die AKWs, sie liefen und sie laufen noch. Wir wollen, dass alle Atomkraftwerke stillgelegt werden. Und wir wissen, Gorleben als Endlagerstandort ist überhaupt nicht geeignet. Deshalb protestieren wir. Wir sind 35 Jahre dabei. Wir wissen, so ein Seilstock mit Wasserkontakt und Gaseinschlüssen. Wir wissen aus den Akten, sie wussten alle schon, dass es eigentlich nicht geht, aber haben immer an Gorleben festgehalten. Und das wollen wir verhindern. Wenn es uns nicht gäbe, hätte man Gorleben längst in Betrieb genommen. Gorleben, das geht alle an. Gorleben ist überall. Es folgt eine weitere Durchsage der Polizei. Diese Durchsage richtet sich an die Person der Sitzblockade auf den Gleisen neben dem Lautsprecherwagen der Polizei. Es wird Ihnen hiermit untersagt, Ihre Sitzblockade auf den Gleisen weiterhin fortzuführen. Ihre Versammlung wird hiermit von der Polizei aufgelöst. Ich wiederhole, mit der Uhrzeit 2:40 Uhr ist Ihre Versammlung durch die Polizei für aufgelöst erklärt worden. Sie haben also jetzt die letzte Chance, die Gleise freiwillig in Richtung Harlingen zu verlassen. Es ist jetzt 2:45 Uhr, Ende dieser Durchsage. Ils affirment qu'ils veulent trouver le meilleur site d'enfouissement possible. Mais sans même parler de Gorleben, car c'est tout le contraire d'un site adapté, il ne peut pas y avoir de site de stockage sûr. Il s'agit là de substances devant rester confinées pour 1 million d'années. Mais c'est impossible à garantir. Elles finiront par pénétrer dans la biosphère. Au regard de l'histoire de l'humanité, cela ne fait qu'une fraction de seconde que l'énergie nucléaire est utilisée, d'abord à des fins militaires, puis pour créer de l'électricité. Et c'est ahurissant de songer à ce que cette technologie nous laisse déjà comme héritage. Alors poursuivre sur cette voie pour une question de profit, ça me dépasse complètement. À Gorleben, les déchets de haute activité arrivent dans un entrepôt perdu au fond de la forêt. Un centre de stockage définitif est censé être construit à proximité depuis déjà 35 ans. Mais la sécurité du site n'a pas pu être démontrée à ce jour.
l'heure actuelle, une seule personne au monde a réussi à mener à terme la construction d'un site de stockage géologique, Wendell Wirth. Il a été l'un des premiers à rendre visite à Charles McCombie dans son laboratoire des Alpes suisses. À mes yeux, Wendell Wirth était l'exemple à suivre. Il savait marier le sérieux scientifique à un vrai talent de communicant. À lui seul, il incarnait ce que de nombreux programmes nucléaires tentaient d'accomplir avec plusieurs centaines de personnes. Le site de stockage définitif WIP n'accueille pas les résidus chauds de haute activité, mais les déchets froids faiblement radioactifs issus de la fabrication des armes nucléaires. Gants en caoutchouc, outils ou textiles contaminés par le plutonium. Mais si le site de Wendell Wirth pouvait aussi recevoir les déchets chauds, nous aurions peut-être enfin la clé de l'endroit le plus sûr de la Terre. Hi. Hello, gentlemen. Okay, you guys are filming today? Yes. We'd like to make an interview with Wendell Wirth. Okay, have you gotten it approved through the media group? No, we made a request to Department of Energy headquarters to enter the site, but it was refused. And so we thought that if we come with Wendell Wirth... You're going to have to get approval through the... Sorry, guys. Can't let you do it today. So even from outside, it's not possible. Because Wendell Wirth was... you have to go back to the city of Carlsbad to get that permit. Even if he was the former... Il me semble que cette clôture marque la limite du site. On pourrait faire l'interview ici? Oui. Selon leur règlement, c'est l'endroit le plus proche pour filmer l'interview, légalement. Il y a aussi beaucoup de puits de pétrole ici. Oui, mais on n'en trouve aucun dans un rayon de 2 km autour du site. Tout se trouve à l'extérieur de cette limite, quelle que soit la direction. Et dans un avenir lointain, est-ce que ces forages pourraient se rapprocher? Tout ce qu'on peut dire, c'est que l'interdiction vaut pour les 100 prochaines années. Ensuite, on peut supposer que d'autres forages pourraient avoir lieu. Ils peuvent extraire du pétrole sous le site? Pas pour l'instant. Mais dans une centaine d'années? Dans 100 ans, l'interdiction pourrait être maintenue, mais on ne peut pas en être certain. Si le département de l'énergie existe toujours d'ici là, peut-être qu'ils prolongeront l'interdiction. Mais rien ne nous permet de l'affirmer. En fait, ce n'est pas une très bonne idée d'extraire du pétrole sous un site de stockage. Oui, c'est vrai. Un site de stockage nucléaire en plein cœur d'un gisement pétrolier? Qui d'autre ici a estimé que c'était une bonne idée? Hi, Bob. Hey, Wendell, how you doing? Yeah, I was hoping you could make it. Yeah, listen, anytime. Hey, grab a chair and sit down here. It's always a pleasure to talk to the godfather of whip. Well, I can talk. Je pourrais continuer pendant des heures. Mais la meilleure façon d'en parler, c'est d'aller visiter le site, de passer une demi-journée sous terre. En général, les gens reviennent sur leur position. Bob a été l'un des principaux acteurs du dossier et il s'est démené pour que le projet ne s'enlise pas. Cela a failli se produire à plusieurs reprises. Les gens affichent souvent un soutien de façade, mais les élus de Carlsbad nous ont réellement soutenus. Ils ont investi de l'argent et donné de leur temps. Et ça peut convaincre les autres que le projet est digne de confiance. Dès son lancement, il y a 40 ans, le site WIP a été pensé pour accueillir au premier niveau des déchets de haute activité
et aux niveaux inférieurs, les déchets transuraniens de faible activité. Mais nous avons dû battre en retraite face aux fortes critiques. Nous avons décidé qu'il valait mieux commencer par ouvrir le site aux déchets faiblement radioactifs avant de le faire évoluer. Cet objectif est toujours d'actualité. Je suis le seul maire des États-Unis à avoir déclaré publiquement « Je souhaite faire de ma commune le prochain Yucca Mountain ». Montrez-nous. Voilà l'article en question. Nous voulons devenir Yucca Mountain. Et je crois que nous y arriverons. Je l'ai dit des centaines de fois aux responsables du projet et au département de l'énergie. Si vous n'avez pas le soutien des habitants, vous perdez votre temps et gâchez votre argent parce que le projet échouera. C'était le problème à Yucca Mountain. Il n'a jamais remporté l'adhésion de la population. Ils ont dépensé 12 milliards en 20 ans pour rien, car le site n'a jamais ouvert. Bob, qu'est-ce qui vous intéresse tant dans le stockage nucléaire? Ce n'est pas le stockage nucléaire qui m'importe. Ce que je veux, c'est réussir ce que j'entreprends. Le site WIPP emploie 1 millier de personnes, rapporte 230 millions de dollars, offre de bons salaires, une bonne qualité de vie, pas de licenciement. Grâce à lui, nous pouvons entretenir nos rues, faire vivre notre ville. Je vais souvent au lycée, où j'ai joué au football américain, où j'ai regardé mon fils y jouer, et maintenant mes petits-enfants. C'est le rêve américain. Il faudrait donner une médaille à la ville de Carlsbad pour la récompenser d'avoir fait le premier pas et d'avoir montré aux autres villes le bénéfice économique qu'on peut en retirer. Le monde entier fait face au problème des déchets hautement radioactifs, non? C'est vrai. Alors, est-ce que vous seriez prêt à recevoir les déchets d'autres pays? Oh non, on en a suffisamment comme ça, et nous faisons déjà notre part. Les habitants sont favorables au site à cause des avantages offerts. C'est un facteur décisif, à l'évidence, et je voulais justement en parler. Pourquoi faire quoi que ce soit sans avoir un intérêt personnel à le faire? Si vous voulez construire une piscine, mais sans en autoriser l'accès aux habitants, ils vous diront sûrement « On ne veut pas de votre piscine, vous allez pomper nos réserves d'eau ». Il me paraît juste et normal que la population s'attende à une forme de récompense pour quelque chose dont elle n'aurait peut-être pas voulu. Et on ne peut pas dire que les gens se battent pour accueillir des déchets nucléaires. Donc oui, il est normal d'offrir certains avantages en retour. L'argent peut-il être une motivation suffisante pour qu'une commune accueille un site d'enfouissement? Trouver des volontaires reste pour le moins compliqué. Le responsable du programme britannique d'enfouissement s'est adjoint l'aide et les conseils de Greg Butler et Charles McCombie. C'est délicat de dépendre uniquement d'un volontariat, parce que cela va de pair avec le risque inévitable et presque ingérable que l'un des candidats se désiste à tout moment. Mais l'expérience dans le monde montre que... C'est encore plus risqué de ne pas passer par le volontariat. Oui, tout projet est voué à l'échec si votre interlocuteur n'est pas volontaire. En théorie, recourir au volontariat est risqué, mais en pratique, on sait bien que c'est plus risqué de ne pas le faire. Et quel intérêt une commune peut-elle avoir à se porter volontaire? Selon moi, il y a deux raisons. D'abord, un projet de cette envergure avec un budget de 12 milliards de livres s'étale sur plus d'une centaine d'années et génère beaucoup d'emplois. Et puis, la politique actuelle du gouvernement veut que la commune impliquée puisse bénéficier d'un ensemble d'avantages supplémentaires. Mais pourquoi offrir d'autres avantages s'il s'agit d'une candidature volontaire? Je pense que si une commune se porte candidate, c'est justement pour ces avantages. Soyons pragmatiques, qui diable souhaiterait accueillir un centre de stockage de déchets nucléaires? Même si c'est une bonne chose pour l'emploi, il faut offrir davantage. Et c'est un problème national. Tout le pays a profité de l'électricité nucléaire et pourtant on trouve normal qu'une seule communauté prenne en charge le combustible usé. Ils acceptent d'aider à résoudre le problème au nom de tout le pays. Une seule commune en Grande-Bretagne, près de Sellafield, est prête à envisager une éventuelle candidature. Mais finalement,
Même l'argent n'y changera rien. Les géologues estiment que le sous-sol n'offre pas les garanties nécessaires. Le 30 janvier 2013, les responsables refusent officiellement d'accueillir un site d'enfouissement. Je pars pour la Suède, pour la première commune au monde à s'être portée volontaire pour un centre d'enfouissement de déchets de haute activité. La demande de permis de construire a déjà été déposée par la société SKB, gestionnaire des déchets nucléaires. Bienvenue à Östhammar. Jakob Spangenberg, vous êtes le seul maire qui ait bien voulu s'attaquer à cet épineux problème, avec des répercussions à long terme. Comment avez-vous pris votre décision? Et vous arrivez à dormir? J'aurais bien plus de problèmes si je ne m'occupais pas de ces questions-là. Parce que si nous ne le faisons pas, qui s'en chargera? Je vous pose la question, qui s'en occupera? Devrons-nous laisser l'industrie nucléaire se débrouiller seule et jeter tout dans la Baltique? Qui réglera ce problème? Vous croyez qu'il ferait ça? Non, bien sûr, je dis ça par pure provocation. Pas de problème. Pour inciter à la réflexion. Nous pouvons dire non à tout moment, puisqu'il s'agit d'un processus volontaire. Je peux très bien convoquer le conseil municipal demain et annoncer à SKB que nous ne sommes plus intéressés. Le principe de base qui est au cœur de ce processus, c'est le volontariat. Nous sommes engagés là-dedans de notre propre gré et personne ne peut nous forcer à aller au bout. Mon impression, c'est que jusqu'à présent, ce projet et l'ensemble du processus ont été positifs pour notre municipalité. Mais à l'avenir, nous devons être absolument certains qu'il n'y aura jamais de compromis sur la sûreté du site à long terme. Il est essentiel que tous les gens très favorables à ce projet, par exemple dans les cercles politiques locaux, ne perdent pas cette idée de vue. Je rencontre parfois des entrepreneurs locaux ou des habitants qui me demandent « Pourquoi vous embêtez à étudier tout le dossier ?» Vous n'avez qu'à dire oui. Parce que pour eux, l'enjeu est ailleurs. Ils songent aux emplois, aux retombées économiques. Tandis que nous voulons des garanties de sécurité à long terme. Point final. Mais le chemin est encore long. Un comité d'experts indépendants doit apporter la preuve scientifique que les conditions de sécurité sont réunies et le resteront pour les siècles à venir. Le résultat est incertain. Shall we go aboard? Yes, of course. Is it possible to go ahead? Nous sommes venus en Suède parce qu'on nous a dit que ce projet d'enfouissement était le plus avancé au monde, qu'il était à la pointe. Eh bien, disons... Nous voulons donc en savoir plus. Disons que c'est la perception qu'en a une grande partie du monde. Mais ce projet aussi connaît de grosses difficultés actuellement. Voici le site prévu pour le centre d'enfouissement des déchets. Il sera tout proche de la centrale nucléaire existante. Ce sera un centre souterrain qui s'étendra dans cette direction, le long de la côte, dans les couches rocheuses profondes.
En Suède, le sous-sol est granitique. Il y a donc forcément des infiltrations d'eau dans la roche, jusqu'à plusieurs kilomètres de profondeur. D'où la nécessité d'avoir des conteneurs de combustible usé étanches et des bouchons d'argile qui empêcheront l'eau d'attaquer ces conteneurs. Le problème, c'est que malgré tous les efforts déployés depuis 30 ans, personne n'a suffisamment étudié le risque de corrosion du cuivre censé enrober les conteneurs. De grosses sommes ont été dépensées pour développer cette méthode et mener toutes les études sur place. Mais on part du principe que le cuivre est le matériau idéal pour éviter toute fuite. Et si cette idée est fausse, tout s'écroulera. Tous les efforts, tout le travail de communication n'y changeront rien si le postulat scientifique ne tient pas debout. Pour moi, c'était une erreur de se lancer dans le nucléaire. Dès la première expérience de fission nucléaire avec de l'uranium, l'homme a créé ces déchets. Nous le faisons depuis tant d'années maintenant que nous nous retrouvons avec des quantités astronomiques, des centaines de milliers de tonnes de combustible usé. Je ne travaillerais pas dans ce domaine si je n'étais pas convaincu qu'un jour, nous sortirons du nucléaire. Nous connaîtrons une ère post-nucléaire. Donc il faut agir en conséquence dès maintenant. Cela signifie que nous ne devons pas prendre de mauvaises décisions, faire des choses stupides, comme enfouir les déchets avec des méthodes qui ne fonctionnent pas. Le monde entier en est toujours au stade du stockage temporaire des déchets de haute activité et du combustible usé. Je retrouve le navire parti de Sellafield avec sa cargaison radioactive. Après 6 semaines de navigation, il arrive enfin à bon port, dans le nord du Japon. Ces déchets nucléaires hautement radioactifs sont entreposés dans un site de stockage temporaire, à seulement quelques kilomètres du port. Pour combien de temps? Nul ne le sait.
Quand les Japonais ont enfin décidé de créer une vraie autorité de gestion des déchets nucléaires, ils ont constitué un comité consultatif technique international que j'ai présidé. Ce comité a fortement incité le Japon à devenir le premier grand pays nucléaire à rechercher un site de stockage fondé exclusivement sur le volontariat. Mais aujourd'hui, 10 ans plus tard, ils n'ont toujours personne. Plusieurs communes ont failli se porter volontaires et une d'entre elles l'a même fait, ce qui a coûté son poste au responsable politique local. C'était un signal négatif pour toutes les autres, évidemment. Mais nous avons toujours encouragé les Japonais dans cette voie et nous continuons. Que font-ils pour l'instant de leurs déchets? Vous n'avez pas pu les aider à trouver une solution? Non, pas encore, mais ils continuent à y travailler, comme tout le monde. Cela implique une fois encore d'explorer de nouvelles couches géologiques. « 35 ans se sont écoulés depuis que Charles a entamé ses recherches. Le granit a été abandonné au profit de nouvelles idées, les couches argileuses profondes, que les successeurs de Charles étudient à l'aide de camions émettant des ondes sismiques dans le sol. En Suisse, plusieurs sites sont envisagés. Depuis ce bosquet jusqu'à la forêt là-bas, et même au-delà, c'est la zone envisagée pour le site de stockage. Comme vous le voyez, la partie souterraine, là où le sous-sol serait adapté, s'étend depuis ce village jusque tout là-bas. Donc se trouverait sous la forêt et les habitations. Sous le village? Sous le village, oui. Psychologiquement, c'est évidemment un problème que les habitants sachent qu'à 500 mètres sous leur maison s'entassent des déchets hautement radioactifs. Les questions qui se posent prennent là une toute autre dimension. Qu'est-ce qui est prévu ici? L'idée est de placer toutes les infrastructures de surface dans cette gravière, afin qu'elles soient le moins visibles possible. Depuis ces bâtiments en surface, une rampe souterraine s'enfoncerait jusqu'au site de stockage. Une vingtaine de points d'entrée différents sont déjà envisagés avant même que l'on sache où se situera exactement le site de stockage. Oui, et il n'est pas prévu que la population ait voix au chapitre sur les installations souterraines. Cela pose un vrai problème vis-à-vis de la sécurité à long terme. Aucun citoyen ne saurait accepter un site d'enfouissement s'il n'est pas impliqué dans les discussions sur la sûreté du projet. Die betroffene Region als Expertin für die Nutzung von ihrer Oberfläche, das soll da ganz wesentlich mitreden. Unser Ziel wäre, wenn so ein Tiefenlager in die Region kommen müsste, wenn man das grundsätzlich nicht möchte, wo werden die Oberflächenanlagen angeordnet, so dass am wenigsten stören und vielleicht allenfalls auch Synergien entstehen. Neben der Platzierung gibt es natürlich auch sehr viele gestalterische Möglichkeiten, wie man mit so etwas umgehen kann. Man könnte zum Beispiel das in einer ganzen Halle einpacken, die Halle vielleicht absenken. Kiesgruben haben wir besprochen. An einem Talhang ist es auch denkbar, dass man einen Einschnitt macht in den Hang.
wäre die Situation und man könnte auch überlegen, ob man dann die Gebäude entsprechend wieder eindeckt. Also Flexibilität in der Platzierung, Flexibilität aber auch in der späteren Gestaltung. Sie sagen, das Wichtigste sei die Information der Bevölkerung. Sie sagen, das Wichtigste ist die Sicherheit. Ich vermisse doch sehr, dass da auch erzählt wird, wie viele Probleme das noch nicht gelöst sind beim Atommüll. Ich finde, es gehört in einer solchen Veranstaltung, dass man auch erzählt, wo die Fragen sind und die ungelösten Probleme auch anspricht und auch uns erzählt, wie gefährlich das der Atommüll überhaupt ist. Vielleicht bin ich zu wenig klar gewesen. Die Entsorgung ist in dem Sinn nicht gelöst, die Anlagen sind nicht gebaut, man hat das Projekt noch nicht bis ins Letzte durch konstruiert, aber es ist klar, die grundsätzliche Machbarkeit von sicheren geologischen Tiefenlagern in der Schweiz für alle Abfallkategorien ist nachgewiesen, breit von den Behörden beurteilt, von verschiedenen Expertengruppen breit angeschaut und klar anerkannt und vom Bundesrat auch so anerkannt. Il y a une pression énorme pour qu'après 40 ans d'échecs, ce projet d'enfouissement soit mené à terme. À cela s'ajoute une autre forme de pression, puisque les autorités ont déclaré qu'il s'agissait d'un processus exemplaire, que c'était ainsi que l'on pouvait et que l'on devait faire. Voilà comment ce projet a été présenté à l'étranger, aux yeux du monde entier. Il s'agit donc du modèle à suivre pour avoir l'assentiment de la population. Wie man Akzeptanz herstellen kann. In Switzerland, we have exactly the same situation. And Swiss law was changed to take away some local, and now, if you listen to the Swiss government, spokesman, it's the same. We will speak to people. We will speak to people. Participation is the word you use. And I've been at a meeting not so long ago where local farmers and this local farmer stood up and says, "Now, what if we participate and we still don't agree?" And then the government spokesman says, "Oh well, we're prepared to discuss for a long time. We can discuss participation much more." And the local farmer stood up and says, "What, we still don't agree," and so on. And in the end, he did exactly that. He thumped the table and says, "Somebody's got to decide sometime." Okay. On ne peut pas parler de volontariat en Suisse. Le droit de veto des cantons a été supprimé. Seul subsiste un droit de veto national, ce qui est une véritable farce parce qu'il ne sera d'aucun effet, surtout avec le système fédéral suisse. Si un site est désigné, même si la population locale et le canton y sont fermement opposés, ils seront forcément minoritaires si la proposition est soumise à un vote national, comme c'est le cas aux États-Unis. Mon voyage touche à sa fin. J'ai vu des déchets radioactifs errer sans fin à travers le monde. J'ai vu des ingénieurs et des scientifiques batailler pour trouver une méthode de stockage sûre. J'ai vu quels efforts étaient déployés pour convaincre la population un grand renfort de stratégies de communication et de belles promesses. Mais le lieu le plus sûr de la Terre, lui, l'ai-je vu ? Les déchets nucléaires de haute activité sont les plus dangereux. Ils contiennent des radionucléides à demi-vie longue
comme le neptunium, le plutonium et d'autres isotopes dont la radioactivité met des millions d'années à décroître. Il faut donc pouvoir assurer la sécurité d'un site d'enfouissement pour toute cette durée. Mais il est difficile de prévoir le comportement de ces radionucléides. La science a mené des études méthodiques, mais sur une courte période seulement. Faire des prévisions à si long terme, ce n'est pas évident. Le pays où nous sommes, la Chine, n'est pas une démocratie. Vous serait-il plus facile de travailler dans un tel pays? Peut-être. Cela dépendrait de qui détient le pouvoir de décision, mais aussi s'il est exercé de façon responsable. Même si la Chine n'est pas un pays démocratique à notre sens, cela ne veut pas dire que les gens prennent les décisions à la légère. Ceux qui sont impliqués dans ce genre de projet sont parfois trop sûrs d'eux. Ils devraient renforcer la communication avec la population, se montrer plus ouverts, expliquer de façon simple et professionnelle. Il est très important d'informer les gens. Sans le soutien des habitants ou des communautés locales, impossible de choisir un site. Nous avons même invité Bagenna à Pékin pour une visite de notre centre de recherche, afin de le rassurer. So how is it for you, Bagenna, that Xu Wang and his people came here to explore the site for a high-level waste disposal? 这个怎么说？这个怎么说呢？这怎么说就是，反正这是个国家项目呗。哦，这就是个国家项目嘛。你给他这样说。Okay. He said this is a national. He said, you understand this is a national project. Is it a good thing to come here with the high-level waste? 对你个人认为的话，如果这个高放废物放这里来的话，好不好？也不是太好的。Yeah, of course it's not so good. It's not so good. Yeah, 对 not so good. Why do you think it's not so good? 为什么你觉得这个放？退出废料，就是因为这个，就害怕它这个很多的这个扩散或者是什么。Yeah, he said he's really afraid of the release or dispersion of this radionuclide, of this waste. 他们还是挺严肃的，使劲的问你东西。其实我们埋在500米深根本就没什么问题。对，完整埋在600米深。Avant notre arrivée ici, vous m'avez dit qu'il ne suffisait pas de trouver un endroit loin de tout. Oui, c'est un point très important, merci d'en reparler. Le danger avec une région aussi déserte que celle-ci, c'est que les gens disent « Parfait, balancez tout dans le désert, loin de tout, où personne ne le verra. » Mais ce n'est pas pour cette raison que nous sommes là, dans le désert de Gobi. Les mêmes critères de sécurité doivent prévaloir ici et en Suisse, où le village voisin n'est qu'à 500 mètres.
Nous avons tout un ensemble de règles de sécurité bien définies auxquelles un site d'enfouissement profond doit répondre. Si ce n'est pas le cas, peu importe qu'il soit en plein désert, il ne faudra pas le construire. Donc si le site ne remplit pas ces critères, ce que Zhu Wang est encore en train de vérifier, on ne pourra pas parler de stockage définitif. Absolument. Si la sécurité ne peut pas être garantie, ce site ne doit pas servir à l'enfouissement des déchets. Je le sais parfaitement et Zhu Wang le sait aussi. Voilà pourquoi il doit poursuivre ses travaux et il reste encore beaucoup à faire. Ils ont déjà procédé à une vingtaine de forages, mais il leur faut encore aller étudier la couche rocheuse de plus près, sous terre. Cela prendra bien une dizaine d'années. Et à tout moment, si l'on se rend compte que le site n'est pas acceptable, il faut être prêt à y renoncer. C'est difficile, d'autant plus que personne ne vous fait confiance. J'ai déjà entendu cette critique partout dans le monde. Ils ont déjà dépensé 200 millions, 500 millions, 1 milliard. Rien ne les empêchera d'aller plus loin. Que faire si ce projet échoue? Recommencer à chercher ailleurs. Et trouver un autre site? Et trouver un autre site, oui.